Dans la mesure où on a un système actuellement, à travers les plans cancer successifs, en particulier le dernier, qui est un système totalitaire, c'est-à-dire qu'on veut imposer à tout le monde des traitements décidés là-haut par les agences régionales de santé. Tous les dissidents et bon, certains parmi vous qui font peut-être des médecines alternatives en savent sûrement quelque chose, mais en médecine académique, la dissidence est également complètement interdite. C'est-à-dire que nous avons des schémas de traitement à imposer, qui sont pour la plupart du temps des essais thérapeutiques. Et si vous ne rentrez pas dans le système, vous faites exclure, puisque grâce au plan cancer, n'est-ce pas, dont on a fait tant de publicité, ce sont les agences régionales de santé qui autorisent les établissements à exercer le traitement du cancer. Vous avez des réunions de concertation pluridisciplinaire pendant lesquelles vous devez choisir les essais thérapeutiques dans lesquels rentrez vos patients, aussi bien en enfants qu'en adultes. Et il est évident que comme il y a un ensemble de cancérologues, s'il y en a 2-3 qui veulent résister au système, ils se font vite exclure parce qu'ils seront les moutons noirs qui feront que l'établissement ne sera plus accrédité pour le traitement du cancer. Donc il faut une prise de conscience large des médecins, mais aussi des citoyens pour réverser, si j'ose dire, pour employer l'expression de tout à l'heure, ce système qui est une catastrophe en cancérologie et comme vous savez probablement, la loi de santé 2015 dont je ne parlerai pas ici, mais une catastrophe absolue que quand même un certain nombre de médecins ont réussi à démasquer. Mais là aussi, si on n'a pas l'ensemble des citoyens pour dire cette loi 2015 ne doit pas passer parce qu'il y a eu Garches en été 2014, mais il y aura 1000 Garches ou plus si on laisse passer cette loi 2015, il faut absolument que les citoyens prennent conscience de tout ça. Tout le monde veut un nouveau portable, même si l'ancien marche encore très bien. Mais vous voulez le modèle à clapet, l'argenté, le rouge, celui qui a le plus de touches. J'aime bien aller faire un tour dans les grands centres commerciaux, simplement pour tester ma volonté. Je passe devant une vitrine, je me dis, ça a l'air génial, et je me mets une claque. So we know like my body was asking for more. Eating and watching television channels. Yeah, music a problem. Eating and watching television channels. Eating and Madonna, Burger King. Ça ne poserait pas de problème si c'était viable financièrement et écologiquement. Le système est en évolution constante. On s'identifie sans cesse à de nouveaux produits. Mais les vraies motivations qui nous poussent à acquérir tel ou tel objet sont profondément ancrées dans une dynamique sociale reposant sur les notions d'inégalité, de concurrence et d'estime sociale. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on gagne en estime selon ce qu'on possède et la façon dont on l'affiche. La consommation est liée à la communication entre individus et à nos liens sociaux. Chocolat, bière, frites, des spécialités qui font les couleurs de la Belgique aux yeux des touristes. Mais allons voir ce qui se passe réellement à la table des Belges et dans leurs assiettes. Au moment des repas, ils ont des habitudes bien à eux. Donc là, vu qu'il est 13h, on dîne complet. Et ce soir, du coup, pour le souper, on mangera des tartines. Ou un croque. Un petit croque, monsieur. Une petite soupe. Parce qu'ici, en Belgique, on dîne le midi et on soupe le soir. Autre particularité, les Belges font la distinction entre repas froid et repas chaud. Un repas chaud qu'ils mangent... Effectivement, on s'aperçoit que les associations entre les additifs posent des problèmes digestifs. Ça peut même parfois aller au-delà. Et on a un certain nombre de substances aussi qu'on met dans l'alimentation, qui sont ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens qui modifient le métabolisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus considérer uniquement l'aliment en tant que tel, mais tout ce qui se passe en aval et en amont. Donc en amont, c'est bien entendu parfois des usages inconsidérés de pesticides, et en aval, c'est quel type d'emballage. Alors tout ceci finalement pour le consommateur est relativement anxiogène. Alors évidemment, je renvoie nos téléspectateurs à vos livres, Je maigris sain, je mange sain, Maigrir sans lutter, le dernier livre aux éditions Fayard, Moins de médicaments, plus de plantes. Est-ce qu'il existe une vérité finalement? Comment on peut en quelques mots expliquer comment bien manger? Je crois que le meilleur exemple qu'on peut avoir, c'est par exemple ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui prime maintenant, vraiment, c'est la qualité des produits. Qu'est-ce qu'on observe au niveau des grands groupes internationaux? La caractéristique
des grands groupes internationaux, mais pas que dans l'alimentation, c'est la tricherie. Notre système scolaire permet-il à tous les élèves d'acquérir les compétences, c'est-à-dire les apprentissages prévus par les programmes de la communauté française? Pour répondre à cette question, nous allons nous pencher sur le taux d'échec des élèves. Dans un système d'enseignement efficace, le nombre d'élèves n'ayant jamais redoublé est sensiblement le même tout au long des études. Il est pour ainsi dire nul. Notre système scolaire, quant à lui, pratique la sélection. On remarque que d'année en année, de plus en plus d'élèves ont une ou plusieurs années de retard. Ainsi, en début de première année primaire, sur 100 élèves, il n'y en a que 89 qui n'ont jamais redoublé. Plus de 10% des élèves ont déjà redoublé leur troisième maternelle ou bien recommencent leur première année primaire. Au fur et à mesure que l'on progresse d'année en année, ce chiffre diminue pour ne plus représenter que 45% d'élèves en début de 6e secondaire. Enfin, pas tout à fait. Nous devons encore affiner ce chiffre. Il est une donnée que nous avons oubliée, car l'efficacité d'un système scolaire se reconnaît également au nombre d'élèves qui l'abandonnent sans être diplômés. Ce sont des jeunes qui ont redoublé 2 ou 3 fois, qui ont été orientés vers la filière technique ou professionnelle dont ils ne voulaient pas, et qui, échec après échec, finissent par abandonner le navire, au point qu'il ne reste que 31% d'élèves à l'heure à 17 ans. Voici le nombre d'élèves qui ont été victimes d'un redoublement année après année. On peut constater pour l'école primaire que cela représente 13 000 élèves. L'école secondaire, quant à elle, contraint 46 500 élèves à recommencer leur année et 20 000 à abandonner. Cela fait un total de 79 500 jeunes pour qui l'école ne parvient pas à remplir sa mission. Et à cela, il faut ajouter les 17 000 orientations forcées vers l'enseignement technique ou professionnel et les 4 000 exclusions scolaires. Et nous dépassons chaque année les 100 000 élèves pour qui l'école rime avec souffrance et injustice.